Le maintien d'espèces en captivité est une activité qui déborde d'intérêt, qu'il soit pédagogique, philosophique ou encore scientifique. Cependant, certaines anomalies peuvent survenir durant la captivité. En effet, le sujet que vous hébergez sous une atmosphère engendrée artificiellement pourrait éventuellement présenter certaines pathologies ou un éventuel mal-être, dans le moins pire des cas. Évidemment, plusieurs solutions s'offrent à nous, afin d'éviter tout type de conséquences désastreuses. À commencer par offrir à votre animal tous les besoins nécessaires à son développement, à savoir un hébergement adapté, de l'espace, de la lumière, du chauffage, une bonne alimentation, puis quelques autres critères indispensables pour les espèces particulières. De toute évidence, si vous faites preuve de sérieux et de rigueur, vous aviez préalablement pris connaissance des impératifs biologiques que votre espèce a besoin en captivité. D'ailleurs, à ce jour, au vu de notre richesse technologique, les supports d'information ne manquent pas. En passant par des livres dédiés à l'herpétologie, des articles universitaires de biologie, des conseils d'éleveurs sur le web ou encore des vidéos sur Internet. Dans ce cours, je souhaiterais non pas m'attarder sur les critères biologiques nécessaires à prendre en considération lors d'un éventuel maintien d'espèces en captivité, mais plutôt sur le diagnostic de certaines pathologies et plus précisément chez la famille des sauriens. Pour cela, je compte m'appuyer sur les écrits de l'Atlas de la thériophilie volume 3, Les lézards de Animalia Édition. Plus particulièrement sur son dictionnaire illustré des maladies des lézards. Évidemment, je ne compte pas relever toutes les maladies existantes dans ce dernier, mais plutôt m'intéresser sur celles que vous pourriez observer en captivité, sur les plus fréquentes. De plus, afin de correctement diagnostiquer l'animal, la plupart des maladies seront détaillées en 3 catégories, à savoir le ou les symptômes, les causes liées aux symptômes, puis le traitement adapté à la pathologie. Il nous permettra bien sûr de guérir l'animal. Commençons avec le premier sujet, à savoir le sujet de la brûlure. Les brûlures sont fréquentes en captivité, plus on ne le pense. Ces traumatismes physiques peuvent être à l'origine des liaisons dermatologiques profondes et très longues à guérir. C'est important de le souligner. En ce qui concerne les symptômes, sachez qu'une énergie calorifique est toujours transférée d'un objet chaud à un objet plus froid, selon 3 procédés. La conduction, la convection et la chaleur radiante. La conduction correspond à un transfert de chaleur entre 2 objets qui se touchent. Par exemple, un serpent dont la face ventrale repose sur une pierre chauffante. La convection s'effectue cette fois-ci par le transfert de chaleur via un liquide ou un gaz. Un autre exemple, un serpent arboricole exposé à un flux d'air chaud sur une branche. Ça peut arriver. Puis, la chaleur radiante qui, quant à elle, est transmise à une matière par le biais d'ondes électromagnétiques. Par exemple, un serpent dont la surface dorsale absorbe les radiations électromagnétiques du soleil. En captivité, les brûlures sont souvent provoquées par des phénomènes de conduction thermique. Le reptile va se plaquer contre la source de chaleur pour en absorber son énergie calorifique, et la puissance des différents systèmes de chauffage utilisés en thériophilie est souvent sous-estimée.
comme chez les mammifères, les brûlures des reptiles peuvent être classées en 3 catégories. Nous avons les brûlures du premier degré. Elles sont généralement superficielles et ne concernent que la couche la plus superficielle de la peau, l'épiderme, qui est constitué d'écailles kératinisées. Ensuite, nous avons les brûlures du second degré. Alors, cette fois-ci, elles sont plus profondes. Elles entraînent une destruction totale de l'épiderme et une atteinte plus ou moins sévère du derme. Alors, elles se caractérisent en général par un suintement au niveau de la brûlure. Puis nous avons les brûlures du troisième degré. Il s'agit ici d'une destruction totale de la peau et de son innervation. Une brûlure du troisième degré est 4 fois plus grave qu'une brûlure du deuxième degré, de la même étendue. Donc, soyez vigilants là-dessus. Alors les causes maintenant. Les raisons pour lesquelles les reptiles sont si prompts à souffrir de brûlures thermiques en captivité sont en partie méconnues. Les reptiles sont des animaux ectothermes. Leur température interne n'est pas régulée et varie en fonction de la température de leur milieu de vie. C'est en s'exposant plus ou moins près d'une source de chaleur qu'ils font volontairement varier leur température corporelle. Ce comportement perpétuel de quête de chaleur les prédispose donc, plus que toute autre espèce animale captive, à souffrir de ces brûlures thermiques. Les reptiles sont dotés de capacités intellectuelles assez limitées. Un iguane, par exemple, peut rester collé contre un cordon chauffant avant de réaliser l'inconfort de la situation et de se déplacer. Il est pourtant démontré que la sensation de douleur existe aussi chez ces animaux. Mais les reptiles semblent ne pas associer cette douleur à l'objet chaud sur lequel ils se trouvent. Ils ne réalisent probablement pas qu'ils pourraient se soustraire de cette douleur en quittant simplement l'objet ou la surface qui les brûle. Cette absence de retrait peut être aussi simplement liée au fait que de telles sources de chaleur n'existent pas dans la nature. Les reptiles ne sont pas, disons, neurologiquement programmés pour réagir immédiatement face à une telle agression de ce genre. Alors que faire? Que faire avant d'aller consulter? Eh bien, sachez qu'une brûlure doit toujours être prise au sérieux. Un reptile brûlé peut mourir de déshydratation associée à des surinfections et à des pertes massives de protéines. En général, les brûlures du premier degré, peu étendues sur la surface corporelle, peuvent être traitées à la maison, en suivant les recommandations de connaisseurs. Par contre, les brûlures du deuxième ou troisième degré doivent être traitées en hospitalisation, voilà, dans un centre adapté. Si la brûlure est récente, soit de quelques heures, il est recommandé d'appliquer des compresses d'eau froide, jamais de glace, sinon vous allez faire le processus inverse, vous allez les brûler sur un autre point de vue. Si des ampoules sont visibles, ne surtout pas les percer. Ces ampoules doivent être préservées car elles constituent une excellente barrière naturelle contre les infections. Et si des ampoules ont éclaté spontanément, un nettoyage soigné des plaies doit être entrepris dès que possible à l'aide d'un savon de Marseille. Alors la zone brûlée doit être recouverte de pommades cicatrisantes. Par exemple, vous pouvez utiliser du Tulgras, de la biafine, du Mitosil, de l'Avibon ou autre crème de ce type. Et puis d'un pansement non collant, évidemment. Si la brûlure est ventrale et très étendue, l'animal doit être placé dans un terrarium sans substrat, sur du papier journal par exemple. Ça se fait beaucoup en labo. En ce qui concerne les préventions liées aux brûlures, je vous recommande de ne pas installer de cordon chauffant à l'intérieur du terrarium, dans le substrat, mais sous le terrarium, ce dernier étant légèrement surélevé par des tasseaux, pour ne pas être en contact direct avec le cordon, parce qu'il y a un risque d'éclatement de la vitre et de brûlure sur la vitre, par exemple, si vous avez un terrarium en verre.
Une fois le système de chauffage installé, toujours vérifier avec le dos de la main que le sol du terrarium n'est pas brûlant. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du thermostat de chauffage, si vous en utilisez un, sur lequel est branchée la source de chaleur. Vérifiez la corrélation entre la température sélectionnée sur le thermostat et la température effective dans le terrarium. Veillez également à créer un gradient thermique dans le terrarium pour que le reptile puisse, s'il en ressent le besoin, choisir une température moins élevée. Toujours, je dis bien toujours, contrôler la température ambiante du terrarium à l'aide d'un thermomètre équipé de 2 points de relevé. Point le plus froid, point le plus chaud. Et d'une fonction mini-maxi. Ne jamais exposer un terrarium au soleil direct, afin de ne pas créer un effet de serre, ça, c'est évident. Et les reptiles peuvent mourir par cuisson s'ils atteignent leur température maximale critique, ce que l'on nomme dans notre jargon la TMC. Voilà pour résumer tout ce qu'il est important de savoir en ce qui concerne le sujet de la brûlure. Enchaînons maintenant avec le deuxième sujet, il s'agit de la diarrhée. Alors la diarrhée correspond à une évacuation fréquente de selles liquides. Comme l'anorexie, la diarrhée est un symptôme commun à de nombreuses maladies et non pas une entité pathologique en elle-même. On se met bien d'accord. Les diarrhées, en l'occurrence des sauriens, peuvent être d'origine alimentaire, parasitaire, fongique, tumorale ou infectieuse. Alors en ce qui concerne les symptômes, c'est relativement simple. Une diarrhée se caractérise par une selle anormalement molle ou liquidienne. Une diarrhée est dite aiguë si elle est d'apparition récente, chronique si elle est ancienne. Les diarrhées chroniques sont souvent lourdes de conséquences pour l'organisme sur le plan hydroélectrolytique. Alors, une émission aiguë ou chronique de ces liquides est toujours liée à des troubles de la motilité, de la perméabilité, de la sécrétion ou de la réabsorption intestinale. Ces perturbations, plus ou moins sévères, peuvent elles-mêmes être la conséquence d'une gastro-entérite bactérienne, d'une parasitose intestinale, d'une transition alimentaire trop brutale, d'un traitement irritant pour le tube digestif ou perturbant la microflore du côlon, de corps étrangers digestifs traumatisant la muqueuse intestinale au cours du transit ou de conditions de maintenance inadaptées. Alors, évidemment, une analyse de selles est généralement le premier examen complémentaire prescrit lors de la diarrhée. Cet examen permet de détecter par coproscopie la présence de parasites, de sang, de leucocytes ou de champignons. En cas de besoin, une radiographie avec ou sans produit de contraste ainsi qu'une endoscopie pourront être envisagées. Le traitement d'une diarrhée passe obligatoirement par le traitement de la cause qui l'a induite. C'est évident. Bien, il me semble avoir fait le tour sur ce sujet, sachant que c'est un sujet que j'avais plus ou moins abordé aussi dans un cours également intitulé Analyse et pathologie, mais cette fois-ci sur les chéloniens, donc sur les tortues. Enchaînons à présent avec le sujet des fractures, qui est le troisième sujet, troisième pathologie que j'ai choisi pour ce cours. Alors, une fracture, c'est tout simplement une rupture d'un os. Une fracture peut être ouverte si elle s'accompagne d'une effraction cutanée ou fermée, si l'intégrité de la peau est préservée en regard de la liaison sous-jacente. Alors, elle peut concerner le squelette appendiculaire, soit les membres et la queue, le squelette crânien, donc la tête, ou le squelette rachidien, donc soit la colonne vertébrale. Alors chez les lézards, elle est généralement consécutive à un traumatisme ou à une déminéralisation osseuse.
Pour les symptômes, c'est relativement simple. Une fracture doit être suspectée lorsqu'un animal n'utilise pas un membre pendant la marche et adopte d'ailleurs une position inhabituelle ou si un gonflement est visible en regard d'un rayon osseux. Lorsque la fracture concerne la colonne vertébrale ou le bassin, la paralysie devient alors le symptôme dominant. Une fracture peut également siéger au niveau de la queue chez les lézards puisque cet appendice est constitué d'une succession de vertèbres. On observe alors une angulation anormale de cette région anatomique, voire une coupe de queue partielle ou totale. L'autotomie est une fracture volontaire de la queue en cas de menace par un prédateur ou de contention trop vigoureuse, portant le relever. Les fractures peuvent être consécutives à des traumatismes par écrasement, piégé sous des pierres, ou alors suite à la chute d'une branche lourde, à des morsures entre congénères, entre rivaux du même sexe ou de sexe opposé pendant les tentatives d'accouplement, à des escapades hors du terrarium, donc ce qu'on appelle des accidents domestiques, ou tout simplement dû à une fragilité excessive du tissu osseux. Alors, le traitement des fractures est variable selon la gravité du traumatisme. Les fractures dites en bois vert, consécutives à une ostéofibrose, doivent être essentiellement traitées par injection de calcium et par rapport en rayonnement UVB. Toute immobilisation du membre atteint s'avère même, dans ce cas précis, souvent inutile. Les fractures ouvertes nécessitent des soins vétérinaires d'urgence pour parer au plus vite à toute surinfection du tissu osseux. Ça va de soi. Les fractures de la queue font l'objet chez les espèces incapables de codectomie volontaire, les agaminidés, les varanidés, les caméléonidés, d'une résection chirurgicale. Chez les autres, iguanidés, lacerdidés, il suffit de casser la queue manuellement au niveau d'un plan de clivage situé en amont de la liaison pour qu'elle repousse ensuite. Dans certains cas, on pourra avoir recours à des techniques orthopédiques d'immobilisation que l'on appelle ostéosynthèse. Il s'agit d'interventions de chirurgie osseuse visant à réduire les abous osseux fracturés grâce à l'utilisation de matériel spécifique, des broches, des plaques, des vis, des fixateurs externes, et j'en passe. Le choix du type de traitement incombe alors au vétérinaire. Dans tous les cas, le temps de consolidation des fractures est particulièrement long chez les reptiles, on compte de 6 à 8 mois. C'est lorsqu'elles sont provoquées par une ostéofibrose sous-jacente qu'elles guérissent le plus rapidement, de 6 à 8 semaines. Bien, il me semble avoir fait le tour en ce qui concerne le sujet des fractures. On va enchaîner avec le 4e sujet, alors là, grand sujet, le sujet de l'ostéofibrose. Alors l'ostéofibrose, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une maladie nutritionnelle grave caractérisée par un ramollissement de l'ensemble du squelette et une faiblesse musculaire généralisée. Alors, cette infection inexistante chez les reptiles sauvages est particulièrement fréquente en captivité chez les jeunes sauriens herbivores et insectivores. Elle est aussi présente chez les chéloniens, comme j'avais pu vous le dire dans un précédent cours. Alors les signaux cliniques de l'ostéofibrose varient selon les espèces, mais la léthargie et les difficultés de déplacement constituent les 2 symptômes classiques de cette maladie. Les carences en calcium alimentaire et en vitamine D3 provoquent progressivement chez l'animal une chute de son taux de calcium sanguin qui déclenche secondairement la sécrétion d'une hormone qui puise lentement dans le stock de calcium osseux pour tenter de maintenir constante la calcémie. Cette résorption osseuse engendre un processus de décalcification du squelette qui se déforme, se fragilise et cède la place à du tissu fibreux, d'où le terme d'ostéofibrose.
L'hypocalcémie provoque également une flaccidité musculaire généralisée. D'ailleurs, on observe toujours un ramollissement des maxillaires et des mandibules, des fractures quasi spontanées, d'une démarche difficile et de la prostration. Chez les caméléons, on peut constater les troubles de la mobilité de la langue protractile, tout à fait typique de cette maladie. Le caméléon ne parvient plus à atteindre sa proie ou à réintroduire sa langue dans son fourreau après l'attaque. Alors, la langue est alors partiellement ou totalement dépliée, pendante, hors de la cavité buccale, exposée d'ailleurs à divers traumatismes, des morsures, une automutilation, une déshydratation, justifiant d'une amputation. Habituellement perché sur une branche, le caméléon victime d'ostéofibrose va rester au sol, les pattes écartées ou repliées sur lui-même. Alors, l'ostéofibrose résulte généralement d'un régime alimentaire carencé en calcium, doublé d'une hypovitaminose D3. Les sauriens phytophages, par exemple l'iguanère, Iguana, développent cette infection nutritionnelle lorsqu'ils consomment jour après jour une ration déséquilibrée sur le plan minéral, trop pauvre en calcium et trop riche en phosphore. Par exemple de la salade verte, des courgettes, des pommes, des carottes, des tomates. Les lézards insectivores souffrent de cette même carence calcique lorsque les insectes dont ils se nourrissent ne sont pas préalablement saupoudrés de carbonate de calcium. Les invertébrés d'ailleurs vendus en animalerie, les grillons, les criquets, les sauterelles, les larves de ténébrions, des larves de teigne de ruche, enfin bref, sont tous très pauvres en calcium et trop riches en phosphore. Leur rapport phosphocalcique voisin de 0,1 est 10 à 20 fois inférieur aux besoins des reptiles en général. Les reptiles carnivores, juvéniles, peuvent eux aussi être victimes d'ostéofibrose s'ils ne mangent que des soubresauts de moins de 3 jours, dont le squelette est encore peu calcifié, évidemment. Alors ce manque de calcium dans les rations est aggravé par une carence en vitamine D3, qui elle seule permet l'absorption intestinale du calcium de l'alimentation. Alors, cette vitamine D3 est synthétisée chez les organismes animaux par photoconversion au niveau de la peau, sous l'influence des UVB du soleil. Cette même photoconversion s'opère chez les végétaux et aboutit à la synthèse de la vitamine D2. Contrairement aux mammifères, les reptiles herbivores sont incapables d'utiliser la vitamine D2 des végétaux qui les ingèrent. Leur seule source de vitamine D réside alors dans la photoconversion par les UVB. Alors il en est de même pour les reptiles insectivores dont l'alimentation ne permet pas de couvrir leurs besoins en vitamine D3. Ceci explique que les rayonnements ultraviolets B constituent un point clé, je dis bien un point clé, dans l'aménagement du terrarium des reptiles herbivores et insectivores en captivité. Alors en ce qui concerne le traitement, il faut noter que l'ostéofibrose est une maladie d'installation lente et insidieuse, certes réversible, mais toujours très longue à guérir. Cette affection nécessite obligatoirement le recours au service d'un connaisseur qui évaluera le degré de sévérité de cette ostéopathie grâce à un examen clinique attentif et une prise de sang. Alors le traitement de cette affection métabolique fait appel à des injections quotidiennes de gluconate de calcium jusqu'à restauration de la calcémie. C'est bien important. Et enfin, pour aborder le sujet de la prévention, il faut noter que la prévention de l'ostéofibrose consiste premièrement à installer un néon ou un spot à UVB à l'intérieur du terrarium, disposé environ à 40 cm de l'animal. Nourrir les insectes avec des aliments riches en calcium, c'est bien important. Et saupoudrer une fois par semaine les aliments distribués, à savoir les végétaux et ou les insectes,
à l'aide d'une poudre de minéraux que vous pouvez d'ailleurs trouver dans de nombreux commerces dédiés aux reptiles ou à la terrariophilie en règle générale. Bien, enchaînons à présent avec le 5e sujet. Il s'agit des morsures. Alors, les morsures entre congénères sont assez fréquentes chez les sauriens, surtout en captivité. Alors, elles sont généralement l'expression de rivalité entre mâles, par exemple des conflits de dominance et de territorialité, de phénomènes de compétition alimentaire ou simplement de tentatives d'accouplement. Alors, les lézards peuvent également être victimes de morsures d'insectes dans leur terrarium. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant lorsque vous nourrissez avec des insectes. Alors, les morsures sont observables à divers endroits du corps et souvent au niveau du cou et des pattes. Elles sont fréquemment multiples et se manifestent par des effractions cutanées plus ou moins profondes. D'ailleurs, elles s'accompagnent parfois d'hémorragies et des boiteries surviennent lorsque les membres sont touchés. Alors, le traitement des plaies par morsure dépend de la localisation et de la gravité des liaisons. Une antisepsie soigneuse des plaies et la pose des points de suture sont des gestes souvent indispensables pour pallier à des risques inévitables de surinfection. Dans certains cas, seuls des soins locaux suffisent à base de crème antibiotique. Le recours à l'appréciation d'un connaisseur est toujours recommandé, car les fractures associées aux morsures sont fréquentes. Chez certaines espèces, telles que les geckos diurnes, les plaies cutanées cicatrisent particulièrement rapidement, sans aucune intervention. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. En ce qui concerne la prévention, sachez que la prévention des morsures consiste à éviter la surpopulation, le mélange d'espèces différentes, la cohabitation entre mâles et la compétition alimentaire au moment du nourrissage. Quant aux morsures d'insectes, elles se produisent lorsque les grillons et les criquets ne sont pas consommés et deviennent eux-mêmes affamés. On veillera donc à disposer dans le terrarium une coupelle contenant de la nourriture, des végétaux riches en calcium, des croquettes pour chiens et chats, flocons pour poissons d'aquarium, quartier d'orange aussi, pour que l'insecte évite d'attaquer votre animal. Sachez d'ailleurs que les caméléons peuvent facilement s'habituer à manger à la pince. Donc ça évite tout risque aux conséquences désastreuses. Enchaînons avec le sujet de l'œdème gulaire, lui aussi assez important à aborder. Alors l'œdème gulaire ou œdème de la gorge est un symptôme particulièrement fréquent chez certaines espèces de caméléons en captivité et qui se manifeste par une hypertrophie de la région ventrale du cou, semblable à un faux goître. Théoriquement, un œdème se définit comme une infiltration sérieuse liquidienne d'un tissu. Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un véritable œdème, mais plutôt d'un gonflement localisé. Alors l'œdème gulaire se manifeste par la présence d'une masse aérique pseudo-fluctuante située sous la gorge. Sa localisation est variable selon les espèces. Cette masse peut d'ailleurs provoquer des troubles de la déglutition et des suffocations lors d'ingestion d'eau. L'œdème gulaire semble concerner préférentiellement certaines espèces de caméléons, telles que le caméléon de Jackson par exemple, mais cette infection est aussi présente chez d'autres espèces. Alors, à une époque, il était supposé que ce symptôme pouvait être révélateur, chez les caméléons, d'une hypervitaminose A, soit l'intoxication par le rétinol, induite par exemple par un saupoudrage exagéré des insectes, par un complément minéralo-vitaminé avant le nourrissage. En fait, cette hypothèse a été démentie et il semble actuellement que cet œdème gulaire soit plus vraisemblablement la conséquence d'une dyspnée, soit d'une difficulté respiratoire.
et plus particulièrement d'une détresse respiratoire secondaire à un excès de chaleur dans le terrarium. Alors ce gonflement de la gorge pourrait aussi être le signe d'une hypervitaminose D3, d'un dysfonctionnement cardiaque, hépatique ou rénal. Alors le traitement consiste avant tout à rafraîchir et ventiler surtout l'environnement du caméléon. Un terrarium antibiotique peut s'avérer nécessaire sur les difficultés respiratoires de type pneumopathie lorsqu'elles sont décelées. Si l'œdème est la conséquence d'une insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale, la cause sous-jacente de l'œdème devra être traitée en priorité, évidemment. Il me semble avoir fait le tour en ce qui concerne le sujet de l'œdème gulaire. Je pense que nous pouvons passer au 7e sujet, 7e pathologie que j'ai relevée. Il s'agit de la stomatite. Alors, la stomatite, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie infectieuse de la cavité oropharyngienne. Cette affection bactérienne des gencives et du palais est moins fréquente en captivité chez les sauriens que chez les ophidiens, mais peut tout de même évoluer lorsqu'elle n'est pas traitée en septicémie mortelle, évidemment. Alors, en ce qui concerne les symptômes, c'est relativement simple. L'anorexie, l'hypersalivation sont les deux principaux symptômes de la stomatite visibles sans examen particulier. À l'inspection de la gueule au spéculum, on observe diverses lésions, plus ou moins graves et plus ou moins étendues selon l'ancienneté de la maladie. Alors, en début de l'évolution, la stomatite se manifeste par des pétéchies, c'est-à-dire des petites taches sanguinolentes réparties ça et là, le long des gencives. En regard de ces traces rouges, on constate généralement un œdème de la muqueuse. Alors, quand la maladie progresse, on distingue nettement des petits abcès à la base de certaines dents. Puis de nécrose des tissus pouvant aller jusqu'à la destruction osseuse des mandibules et des maxillaires. Alors, en ce qui concerne les causes, sachez que la stomatite infectieuse est généralement favorisée par une diminution momentanée des défenses immunitaires de l'animal, résultant souvent d'un stress inhérent et des conditions de maintenance défectueuses. Par exemple, la surpopulation, une température trop basse, des manipulations trop fréquentes, une malnutrition, et j'en passe. Elle peut aussi être secondaire à une abrasion rostrale contre les parois du terrarium ou à des traumatismes de la muqueuse buccale. D'ailleurs, les agents pathogènes qui déclenchent cette maladie sont des germes opportunistes, bien que faisant partie de la flore habituelle de la cavité buccale, évoluent, se multiplient et exercent un pouvoir toxique sur un terrain fragilisé par un mauvais état général. Alors en ce qui concerne les traitements de cette maladie, il est important de savoir qu'il dépend de son degré de sévérité. Prise à temps, elle peut être traitée par de simples applications quotidiennes au pinceau d'un antiseptique buccal et par une augmentation de 2 à 3 degrés de la température du terrarium. La cause de l'immunosuppression ou de la maladie sous-jacente ayant conduit à la stomatite, par exemple une insuffisance rénale, doit aussi, j'insiste là-dessus, être recherchée et corrigée. Dans les cas plus avancés, au stade de l'infection purulente ou de la nécrose, en plus de ces premières mesures, une antibiothérapie doit être instaurée par voie générale. Alors, la meilleure prévention de la stomatite consiste à respecter au mieux les besoins propres à chaque espèce et à éviter tout risque de traumatisme buccal. Des morsures, abrasion rostrale, une administration répétée de médicaments par voie buccale. La température s'opère toujours, si l'environnement le permet évidemment, dans une fourchette de température donnée, propre à chaque espèce ou groupe d'espèces,
appelée température moyenne préférentielle, TMP, ou zone de température optimale d'activité physiologique selon les auteurs. Alors certaines espèces de sauriens sont dites thermoconformistes, car elles vivent dans un biotope dont la température varie très peu au cours du rythme circadien. D'autres, dits thermorégulateurs, ont une TMP si étroite qu'ils maintiennent activement leur température corporelle quasi constante grâce à un comportement perpétuel de régulation thermique par recherche de microsithermie dans leur biotope. Alors en outre, cette régulation thermique comportementale, les variations de température interne peuvent être conditionnées par certains mécanismes de pseudo-régulation. Ainsi, par exemple, une diminution de la fréquence cardiaque peut aider à limiter les déperditions de chaleur. Un astucieux système de court-circuit de la circulation sanguine peut faciliter, selon les besoins, la lutte contre le chaud ou au contraire contre le froid en favorisant ou en évitant les pertes pulmonaires de chaleur. Une vasodilatation périphérique peut aussi permettre à l'animal de réchauffer plus rapidement l'ensemble de son corps. Et enfin, les variations de la couleur de la robe peuvent influencer l'absorption d'énergie calorifique, et ce chez de nombreuses espèces, et pas uniquement de sauriens. Terminons ce cours avec le dernier sujet, qui est le sujet de la zoonose, qui est un sujet qui me tenait à cœur dans ce cours. Alors la zoonose, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une maladie animale transmissible à l'humain et inversement. La cohabitation avec des animaux d'espèces non domestiques présente toujours un risque sur le plan sanitaire. Les reptiles n'échappent pas à cette règle, évidemment. Ils sont porteurs de nombreux agents pathogènes susceptibles d'infecter ou d'infester l'homme. Les jeunes enfants, les personnes âgées et les individus victimes d'immunodéficiences acquises, par exemple le VIH, diabète, la chimiothérapie, sont évidemment les plus fragiles et les plus enclins à contracter une zoonose. Cependant, le risque de contagion dépend de plusieurs facteurs, notamment sur les relations plus ou moins anthropomorphiques que le propriétaire entretient avec son animal, la salubrité et l'hygiène du milieu de vie du reptile, sa provenance également géographique, ou encore les coutumes gastronomiques de certains peuples qui consomment volontiers la chair, parfois crue, de ces animaux. La salmonellose est probablement la zoonose infectieuse la plus connue, la plus répandue chez les thériophiles. Alors elle est provoquée par la transmission à l'humain de bactéries gram-négatives, flagellées, si ma mémoire est bonne, et ceux du genre Salmonella. Ces bactéries sont reconnues responsables de gastro-entérites potentiellement mortelles chez l'homme et chez l'enfant de moins de 10 ans en particulier. On considère aujourd'hui qu'environ 90% des reptiles sont porteurs de salmonelle dans leur tube digestif. Ce sont des bactéries qui font partie intégrante de leur flore intestinale. Mais le simple fait de se laver les mains après les manipulations suffit à éviter la zoonose. Se laver les mains également avant de manipuler les animaux, c'est encore mieux puisque on évite de transmettre des éventuelles bactéries qu'on pourrait avoir sur nos mains. Alors, de nombreuses autres bactéries peuvent également contaminer l'être humain, chez qui elles sont susceptibles de provoquer des troubles divers, digestifs, respiratoires, cutanés ou génitaux, urinaires. Une attention toute particulière doit être portée au risque de transmission de la tuberculose, maladie humaine potentiellement mortelle. Une bactérie fréquemment isolée chez les reptiles, malades ou porteurs sains. Alors certains champignons hébergés par les reptiles sont transmissibles à l'homme, chez qui ils peuvent être à l'origine de mycoses respiratoires. Voilà pour résumer les potentiels risques liés aux zoonoses, sachant
que des zoonoses sont observables aussi chez d'autres espèces, hein. C'est pas uniquement réservé aux reptiles. Bien. Alors, au même titre que les autres animaux domestiques, les reptiles sont fragiles et peuvent souffrir d'un éventail très éclectique de pathologies liées à la vie en captivité, qu'elles soient infectieuses, parasitaires, nutritionnelles, tumorales ou traumatiques. Ainsi, les amoureux des sauriens sortent aujourd'hui de l'anonymat et de l'isolement, car ils peuvent désormais nouer un véritable dialogue avec la profession vétérinaire et trouver dans de nombreuses régions de France des vétérinaires herpétologiques qualifiés et concernés par leurs problèmes. D'où l'importance, tout comme ces professionnels, de partager vos connaissances et vos expériences au service de la santé animale.